Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Macron et l'immigration, l'arnaque. Le président de la République a provoqué une tempête médiatique et politique en évoquant les problèmes posés par l'immigration. Les retournements de veste ont été nombreux chez les journalistes engagés à gauche. Revue de presse, faillite journalistique au New York Times, condamnation d'Éric Zemmour, propagande éhontée et même Jean-Marie Bigard. Il y en aura pour tous les goûts dans la revue de presse de la semaine. Snowden, le lanceur d'alerte venu du froid. Edward Snowden, ancien membre de la NSA, a révélé des scandales d'espionnage massif des populations occidentales. Il a donné un entretien à France Inter cette semaine. Nous analyserons ses propos sur la Russie et sur la loi Avia. Enfin, nous verrons si une exposition artistique sans art contemporain passionne les médias, puisque Jean-Yves reviendra sur le traitement médiatique de la prochaine exposition de l'Institut Iliade. Et pour commencer, eh bien, c'est l'image de la semaine. Alors l'image de la semaine, Jean-Yves, c'est Tommy Robinson qui sort de prison. Oui, alors c'est une bonne nouvelle. Qui est Tommy Robinson? C'est un journaliste dissident anglais qui avait voulu couvrir le procès des gangs pakistanais qui avaient massivement violé et persécuté des jeunes filles de la classe ouvrière blanche britannique pendant plus d'une dizaine d'années. Et il avait été poursuivi par la justice britannique pour avoir filmé ces images, non pas du procès, mais à l'extérieur du procès. Et il a été condamné à de la prison ferme qu'il a effectuée et dont il vient heureusement de sortir. Ce qui, au passage, permet de comprendre que, contrairement à ce qu'on peut raconter, on peut aussi aller en prison pour ses opinions politiques dans des pays qu'on considère comme des démocraties, voire des grandes démocraties, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne ou comme la France. Il n'y a pas que la Corée du Nord qui persécute ses opposants politiques. La Grande-Bretagne l'a fait aussi. Enfin, c'est une bonne nouvelle de savoir que Tommy Robinson est sorti de prison, d'autant plus qu'en prison, ce n'était pas très confortable pour lui, puisque c'est un militant identitaire et qu'il est évidemment pas forcément bien vu de la population qui peut se trouver dans les prisons britanniques et qui, comme en France, comporte beaucoup de musulmans militants, bien sûr. En tout cas, il a retrouvé ses enfants, donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Passons au premier sujet, Macron et l'immigration, l'arnaque. C'était lors d'une rencontre avec des parlementaires. Emmanuel Macron a notamment évoqué l'immigration et a provoqué une tempête médiatique et politique. Alors voilà ses propos repris par Pascal Praud. Qu'a-t-il dit? En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Ça, on entendait plutôt ça, disons, à droite. Émerge dans notre société le sujet du communautarisme. L'immigration crée des tensions, mais il faut la regarder en face. Il a dit également notre droit d'asile est détourné de sa finalité par des réseaux, des gens qui manipulent. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec ça. Des propos tenus alors qu'un sondage Ipsos pour Le Monde venant d'être publié évoquait cette question de l'immigration. Y a-t-il trop d'étrangers dans l'Hexagone? Pour 63% des Français, la réponse est oui. Ils sont d'ailleurs près de 6 sondés sur 10 à ne plus se sentir chez eux comme avant, en hausse de 4 points depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Voilà donc pour les propos d'Emmanuel Macron et puis le contexte général. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le traitement médiatique de ces propos ? Il y a eu un traitement médiatique assez fort et assez favorable. Sur la thématique, il durcit le ton sur l'immigration, il veut sortir du déni, il veut s'occuper du régalien, ou je serais tenté de dire que le titre peut-être le plus juste, c'est celui du Monde qui place d'emblée la démarche de Macron dans une démarche de communication et dans une démarche d'opération politique, en disant Macron s'empare de l'immigration face à Le Pen. C'est effectivement une démarche politique, une démarche de communication qui a inspiré Macron. On se rappelle qu'il y a quelques mois, quand il y a eu le grand débat, le sujet de l'immigration avait été évacué tout simplement du questionnaire auquel les Français étaient appelés à répondre dans les préfectures et les mairies. Alors, vous parlez de débat, justement, dans toutes les émissions de débat, ce qui est aussi à noter, c'est que il y a eu ces propos qui ont été repris, donc il y a une couverture dans les unes, comme on l'a vu avec ce que vous venez de dire, et puis aussi, dans toutes les émissions de débat, c'était vraiment le sujet central du moment. Donc voilà, et tous les journalistes ont eu un avis sur l'immigration, à commencer par un certain Alain Duhamel. L'idée selon laquelle on n'a pas à parler des problèmes d'immigration ou d'intégration, je pense que c'est une idée complètement fausse. Vous avez certainement lu comme moi l'enquête qu'il y avait encore hier dans Le Monde, qui est faite chaque année par Ipsos, etc., et qui démontre qu'au contraire, ce problème est sensible, et que non seulement il est sensible, mais qui tend plutôt à devenir encore plus sensible. Donc il y a un problème. Il est formidable, Alain Duhamel, là. Il tient un discours qu'il aurait pu tenir il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et même peut-être 40 ans, parce qu'il officie sur toutes les chaînes depuis 40 ans. Et là, il découvre la révélation. C'est vrai que Macron a autorisé à en parler, donc effectivement, on peut se permettre toutes les audaces. Ah, c'est un beau retournement de veste, quand même. Ah oui, ça... Faut le noter. Hein. Ça claque, ça claque. Alors, c'est pas le seul à avoir vécu ce retournement de veste, puisqu'on a également l'exemple de Gérard Leclerc. Il n'y a pas que des effets négatifs, mais il y a aussi... L'immigration pose aussi des problèmes. C'est absurde de le nier. Un retournement de veste puni par Charlotte Dornelas. Je crois que c'est une faute grave qu'a fait la gauche, de quelque part... au nom de bons sentiments, un peu de nier ça. Et ça partait, je le répète, de bonnes intentions, de bons sentiments, c'est-à-dire de ne pas stigmatiser les immigrés, comme le fait systématiquement, effectivement, parce que c'est dans son la droite et l'extrême droite. Excusez-moi, mais ça, voilà. Non, en fait, c'est magnifique. Non, mais je vais vous dire un truc. La seule chose, Gérard Leclerc, qui change, c'est que ce matin, Macron l'a dit, donc Gérard Leclerc peut le dire. C'est ça la vérité. Mais non, mais si. Alors, c'est amusant parce qu'il dit on a eu tort de ne pas en parler, il faut en parler. Or, en même temps, c'est macronien, en même temps, il utilise le mot stigmatiser. Ceux qui en parlaient stigmatisaient. Et tous ceux qui en parlaient, qu'ils soient du Rassemblement national ou du Front national, ou même de la droite modérée, ou même parfois de la gauche, tous ceux qui en parlaient étaient stigmatisés. Et stigmatisés par qui ? Eh bien, par les journalistes, par les médias. C'est eux qui ont organisé le silence, le déni. Et là, Macron a ouvert une petite fenêtre qui va vite être fermée d'ailleurs. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. En tout cas, ce qui est noté par beaucoup d'observateurs, et là il y a le tweet de Guillaume Larrivé qui le note, hein. Le système médiatique est d'une courtisanerie inouïe. Il suffit que le président de la République prononce le mot immigration pour que le cœur crie au génie et cire les chaussures du prince. Donc effectivement, si Macron le dit, on peut le dire, quoi. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui existe, c'est un sujet qui fait de l'audience, c'est un sujet que malgré tout les journalistes finissent par découvrir parce qu'ils ont beau être dans leur bulle, ils ont beau être coupés du monde. Il y a un moment quand même où le monde les rattrape dans le logement, dans l'école de leurs enfants ou dans les transports en commun. Donc le monde finit par les rattraper. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Marine Le Pen disait sur les plateaux la même chose que Macron, ce que Macron a dit cette semaine. On l'écoute, Jean-Yves, puisque Pascal Praud l'a remarqué lui aussi. Depuis 30 ans, les migrations que nous avons accueillies, ce ne sont pas les élites qui la vivent, qui la subissent, qui partagent leur logement avec eux et qui accessoirement de temps en temps partagent leurs emplois. Ce sont les classes populaires.
ce sont les classes moyennes à qui on a dit poussez-vous, faites un peu de place, parce qu'il y a du monde à accueillir. Voilà, il n'y a qu'un malheur, c'est que ceux qui décident, encore une fois, les décideurs, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Et les réactions sur le plateau de Pascal Praud sont assez intéressantes à analyser. Bon, quand elle disait ça il y a 7 ans... C'est très bien, vous prenez une partie de son discours là-dessus, elle a raison, bien sûr. Ah oui, mais il y a 7 ans, je suis pas sûr que tout le monde disait qu'elle avait raison. Ceux qui disaient qu'ils avaient tort là-dessus, ils avaient tort. Accessoirement, on a perdu 7 ans. Oui, puis ça m'étonnerait que Gérard Leclerc, à l'époque, se soit dit « Ah bah tiens, elle a raison là-dessus ». Je pense que... S'il avait dit d'ailleurs, écoutez, si Gérard Leclerc avait dit il y a 7 ans, elle a raison là-dessus, il serait plus là pour en parler, parce qu'il aurait été viré. Voilà. En tout cas, pas sûr qu'il ait même pensé. Tous ces gens-là restent en place parce qu'ils sont toujours calés sur le discours dominant. Alors effectivement, là, ils se permettent un petit pas de deux puisque Macron les y a autorisés et le climat général les y autorise. Mais sinon, si ces gens-là posent les vrais problèmes ou deviennent un petit peu dissidents, ils sortent de route et on les voit plus. Terminé. Alors, rassurez-vous, Jean-Yves, certains journalistes de gauche sont toujours restés dans l'opposition de principe à l'immigration. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, ils ont trouvé qu'il y avait des personnes à qui parler sur les plateaux. On va regarder tout d'abord Geoffroy Lejeune face à Gérard Miller. Ça, je suis effectivement un habitant du monde et je vibre aussi quand il y a l'Amérique latine ou l'Afrique, mais je suis profondément ancré dans la France. Mais Robert, le gilet jaune sur son rond-point, lui, il a rien d'autre, il n'est pas internationaliste, il peut pas aller à l'étranger en vacances. Et l'ouverture au monde, c'est pas un sujet pour lui, en fait. Vous n'êtes pas embêté par ça, c'est pas un problème dans votre vie. Mais aujourd'hui, il y a des tas de gens qui prennent leur bagnole, qui vont dans des zones pavillonnaires ou des zones commerciales où ils allaient quand ils étaient gosses avec leurs parents et où tout était comme avant. Et aujourd'hui, ils voient des voiles et tout à coup, ça leur paraît être une invasion. Et ils ont raison de le penser. Autre échange et très musclé celui-ci, l'échange entre André Berkoff et Rokhaya Diallo. Quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui crèvent un suicide tous les 2 jours parce que les prix leur sont imposés, parce qu'ils ont eu 2 jours en 10 ans de vacances, parce qu'ils n'ont pas de 3e mois, ils ne sont pas comme nous, là, ici, les gens sur le plateau, des privilégiés qui allaient partout et qui font leur discours et leurs trucs humanistes. Eux, ils crèvent. Et alors, eux, on n'a pas d'argent pour eux. Eux, on n'a pas d'argent pour les agriculteurs. En revanche, pour les 300 000, les 400 000 qui viennent, allons-y les gars, allez, ouvrons la bourse. Alors là, Berkoff, il envoie du lourd. Et alors, ce qui est très amusant, c'est de regarder Rokhaya Diallo. Parce que elle devient, pardon de cette comparaison qui sera sûrement mal jugée, mais elle devient blanche comme un linge. On la voit blêmie. Ouais, elle est gênée un petit peu. Elle blêmit, oui, elle blêmit, elle est gênée. Parce qu'elle ne sait pas comment faire face à une salve auquel elle est finalement assez peu habituée quand elle est avec les journalistes des médias dominants. Jamais personne ne lui apporte la moindre contradiction un peu sérieuse. Là, c'est plus une réunion entre racisés, comme ils disent. Là, il y a du répondant. Ça change. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut se dire, c'est que ces changements d'avis, par exemple de Gérard Leclerc ou même de Gérard Miller qu'on sent face à Geoffroy Lejeune, un peu à admettre qu'il n'a pas forcément raison, peut-être que c'est dû à quelque chose qui est produit par les émissions de débat comme CNews, c'est-à-dire de mettre des gens qui ne sont pas forcément d'accord autour de la table. Il n'est pas impossible qu'il y ait quand même un certain nombre de journalistes du système dominant qui commencent à avoir quelques doutes. Alors évidemment, on le voit avec Gérard Leclerc, c'est évident. Alors ils mettront un certain temps à le dire, et puis ils le diront quand ils penseront pouvoir le dire sans trop de dommages pour leur carrière. Mais il y a un trouble qui peut s'installer. Alors pour finir sur cette première partie, Jean-Yves, sur le fond des déclarations de Macron, peut-être un petit commentaire rapide ? Écoutez, c'est le titre que vous avez choisi, Nicolas. Déclaration de Macron sur l'immigration. L'arnaque, c'est évidemment l'arnaque et l'enfumage, puisque il dit on va parler du sujet, mais et en même temps, c'est du Macron. On explique qu'il y aura un débat sans vote. Un débat sans vote, c'est de la parlotte, hein. Et qu'il n'y aura pas de loi. C'est M. Castaner qui ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute parce que le verbatim est intéressant. Alors concrètement, il y a un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Quelles mesures concrètes vous allez annoncer ? Aucune et c'est volontaire. C'est difficile de faire mieux dans le foutage de gueule, pardon de le dire, puisqu'on fait un grand débat, ça en est presque on drôle, dit qu'il y a un problème, mais non, écoutez, on fera rien. Et d'ailleurs, effectivement, je l'ai dit, débat sans vote et aucune mesure. Or, aujourd'hui, il rentre 420 000 personnes par an.
95% ou 90 ou 95% des députés du droit d'asile restent sur le territoire. Les ordres de quitter le territoire français ne sont pas appliqués ou sont appliqués dans, on va dire 10 à 20% des cas. Bon, il est évident que si on ne change rien, on ne change rien non plus sur le code de la nationalité, on ne change rien sur le regroupement familial, on ne règle absolument aucun problème. Et dans le même temps, toujours et dans le même temps, Monsieur Macron a fait des grands bisous. Il y a des embrassades formidables. Je vous recommande les images avec Monsieur Conte, le nouveau Premier ministre, enfin le Premier ministre italien, mais qui a changé de majorité, où il lui a dit prenez tous les clandestins qui débarquent sur vos côtes, on en récupère 25%. La France seule, 25% des clandestins qui débarquent sur les côtes italiennes. Donc, il ne va rien se passer. Alors, il va y avoir quelques mesurettes. Notamment quelques mesurettes budgétaires d'après ce qui est annoncé, et notamment par rapport à l'aide médicale d'État. Et je crois que on va faire un peu de cinéma, le gouvernement va faire un peu de cinéma en tentant d'exclure de l'aide médicale d'État les cas les plus aberrants, voire les plus anecdotiques, puisqu'il paraît qu'il y a un certain nombre de femmes georgiennes, qui viennent, grâce à l'aide médicale d'État, se faire des prothèses mammaires en France. Bon, honnêtement, c'est pas ça le problème. Budgétairement, c'est absolument dérisoire. C'est peut-être un détournement de la procédure, mais c'est dérisoire. Et puis, honnêtement, le problème, c'est quand même pas l'immigration georgienne. C'est l'immigration africaine, c'est l'immigration maghrébine, c'est les 400 000 entrées. C'est pas peut-être les quelques dizaines de Georgiennes qui viennent bénéficier de notre système social dans des conditions plus ou moins indues. Mais ça va permettre de faire du cinéma. Voilà. Je crois qu'il faut bien comprendre que dans ce domaine... Alors, honnêtement, Macron n'a rien inventé. Tous les gouvernements, depuis 30 ans, à un moment ou à un autre, ils font du cinéma migratoire. Alors, c'est bien le cinéma migratoire, parce que on annonce des mesures qui, généralement, n'ont pas beaucoup d'effet, mais ont comme premier effet de faire crier les associations immigrationnistes. Et donc, si les associations immigrationnistes crient, avant d'avoir mal d'ailleurs, eh bien, le gogo se dit, ah bah ça y est, tu vois, Germaine, ils ont décidé de faire quelque chose. Bah non. Ils n'ont pas décidé de faire quelque chose, ils ont décidé de faire du cinéma migratoire. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, on se dirige outre-Atlantique aux États-Unis où le New York Times a publié un article contenant de nouvelles allégations contre le juge Kavanaugh qui a été nommé à la Cour suprême par Donald Trump, un juge républicain. Dans cet article, le New York Times affirmait avoir appris l'existence d'une exhibition sexuelle de cette personne à l'université de Yale. Sauf que, coup de théâtre, après la publication, le New York Times qui est obligé de publier un rectificatif en déclarant que la victime présumée n'avait pas voulu parler aux journalistes et que ses proches assuraient qu'elle n'avait aucun souvenir de cette prétendue exhibition sexuelle. Donc c'est finalement, il n'y a plus d'affaire, tout simplement. Un mensonge parfait. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, peut-être pas un mensonge volontaire pour rester prudent, mais une absence totale de déontologie journalistique. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'ont vu plusieurs médias américains, notamment le Washington Post, qui publie une tribune dans laquelle on parle effectivement d'un simulacre d'éthique journalistique de la part du New York Times. Mais alors en France, c'est pas du tout le même traitement. Alors d'abord, précisons, le New York Times est considéré comme le modèle médiatique universel. Ouais, c'est le plus prestigieux. C'est le plus prestigieux. Ils ont 1300 journalistes et ils publient un ragot non vérifié sur quelque chose qui s'est passé, si j'ai bien compris, il y a une trentaine d'années, parce que le juge a une cinquantaine d'années, Yale, c'est quand il était étudiant. C'est quand même absolument fou, quoi. Ah, c'est fou, mais ce qui est encore plus fou, ce qui est encore plus fou, c'est le traitement médiatique français, puisqu'on a par exemple Paris Match. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'articles sur la question, premièrement, et ensuite Paris Match qui titre « Accusation contre le juge Kavanaugh, Trump s'emporte contre le New York Times » et 20 minutes, même angle de titrage, « Trump critique le New York Times ». Donc c'est assez extraordinaire. Mais il a raison, Trump. Ah bah bien sûr, mais les médias... Je pense qu'il recopie aussi l'AFP, tous les deux, là. Oui, effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est que voilà, on attaque Trump alors que c'est le New York Times qui a fait l'erreur. Oui.
Bon. Voilà, bah ça, c'est le traitement médiatique de l'AFP qui se répand ensuite sur l'ensemble de la presse française. Éric Zemmour, qui a été condamné pour appel au rejet et à la discrimination des musulmans en tant que tel. Jean-Yves, c'est une nouvelle un petit peu grave. Alors, c'est grave parce qu'effectivement, Zemmour avait critiqué, comme il en a l'habitude, l'islamisation progressive de la France avec le voile, avec le halal, enfin, toutes choses qui sont des faits objectifs. Il a été condamné en première instance, des confirmations en appel et en cassation. Alors que très souvent, la cassation casse quand même un certain nombre d'arrêts de ce type en disant non, là, c'est quand même la liberté d'expression. On est sur un revirement de jurisprudence. Eh bien là, alors je n'ai pas étudié suffisamment les jugements pour confirmer cela, mais en tout cas, il arrive quand même assez fréquemment que la Cour de cassation protège la liberté d'expression. Et là, eh bien, elle a laissé cette ligne, elle a abandonné la protection de la liberté d'expression. Donc Zemmour est condamné pour délit d'opinion. Vous savez ce que je pense des condamnations pour délit d'opinion. Je pense que ce sont des décorations. Et je pense que Éric Zemmour va finir banané comme un maréchal soviétique parce que il continue de parler, il continue de dire les choses. Et évidemment, il continue d'être condamné. Un pays qui condamne des journalistes, des essayistes pour délit d'opinion, c'est pas tout à fait un pays de liberté. Et justement, autre actualité judiciaire qui fait écho à cette absence de liberté, c'est cet article de Sputnik, une peine de prison et une obligation de soins psychologiques pour des propos violents contre les migrants sur le net. C'était un internaute du forum de jeuxvideo.com qui a été condamné. Mais ce qui est nouveau, c'est les soins psychologiques. Oui, là, si vous voulez, on est dans la psychiatrisation. La psychiatrisation, c'est exactement ce qu'on reprochait à l'Union soviétique il y a 50 ans, même 60 ans, de considérer ces dissidents comme des malades qu'on devait soigner. C'est vraiment une avancée du totalitarisme. C'est encore une décision de justice. Je crois qu'il y a deux problèmes en France. Il y a deux problèmes. Il y a le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire qui s'articulent les uns les autres. Car il est évident que si il y avait un pouvoir médiatique qui avait un peu d'esprit critique, il dirait non, quand même, faut pas psychiatriser les gens qui pensent mal. Il dirait non, faut pas condamner pour délit d'opinion, parce que c'est pas du tout ce qu'ils disent. Alors, l'autre tribunal, médiatique cette fois, mais qui est pris à son propre piège, c'est Quotidien, qui avait invité le fils de Patrick Buisson. Et vous allez voir que sur le plateau, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il m'a souvent raconté cet épisode en 2007, une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1, où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson, et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. On rappelle que c'est vraiment une autre époque. C'est pas les mêmes 2007. Oui. Il rêve de quelle France? Mais c'est quoi son grand projet? Pardon, excusez-moi. C'est même actionnaire. Oui, exactement. C'est quoi son grand projet à Patrick Buisson? Oui, alors on invite Judas, parce que faire un livre contre son père, c'est quand même pas terrible, quoi. Mais enfin bon. Mais là, Judas dit quelque chose de juste. Ouais. Il dit, Martin Bouygues, propriétaire de TF1, en 2007, donne comme consigne de soutenir Sarkozy. Et alors les deux journalistes de Quotidien disent, ah oui, mais c'est une autre époque. Bon, alors 2007, 2019, c'est pas tant que ça une autre époque. Et ils sont évidemment très gênés. Ils sont très gênés parce que quel est leur patron? Quel est leur actionnaire? De qui sont-ils les salariés, ces journalistes de Quotidien? De Martin Bouygues. Ouais, TMC, c'est dans l'empire Bouygues. Et donc, tant qu'ils sont dans l'empire Bouygues, ça va. Voilà. Et alors, ils essayent de s'en tirer en disant oui, mais ils passent vite à autre chose. C'est pas le même directeur. Oui, c'est pas la même direction. C'est pas la même direction. Oui, mais c'est le même actionnaire. C'est le même propriétaire. Ça confirme ce qu'on dit, à savoir, mais c'est pas très nouveau, c'est vieux comme le monde, qui paie commande. Et il est évident que les grands actionnaires des grands médias, ils influencent les grands médias, surtout dans les périodes décisives. Alors ils sont gênés, on voit décidément, on avait vu tout à l'heure Rokhaya Diallo blêmir, et là
Barthès qu'on voit blêmi. On voit Barthès blêmi et puis il passe vite à autre chose. Lui qui est souvent à l'aise, etc. Ouais. Là, il avait un petit peu... il tremblait un petit peu. Hein. Il ne sera pas réinvité, le jeune Buisson. Là, je crois que là, il ne faut pas faire ça. C'est l'inconvénient du direct. Autre actualité médiatique, c'est la censure par Facebook d'un article de Valeurs Actuelles qui parlait de l'affaire des identitaires. Donc Jean-Yves, ça aussi, c'est une nouvelle qui est un petit peu grave aussi. Alors, si vous voulez, c'est assez intéressant de voir ça. D'abord, la censure de Facebook ne cesse de progresser. Puisqu'au départ, on censure les identitaires, après on censure les gens qui parlent des identitaires, et puis après on censurera les gens qui parlent de ceux qui sont censurés pour parler des identitaires. Surtout que Valeurs Actuelles, c'est quand même un grand média. C'est la contagion de la censure, c'est extrêmement préoccupant. Alors, c'est quand même intéressant. Qui est le patron de Facebook France? Le patron de Facebook International, c'est M. Zuckerberg, mais le patron de Facebook France, qui c'est le patron de Facebook France? C'est Laurent Soli. Laurent Soli. Qui est Laurent Soli? Laurent Soli était un homme de l'entourage de Nicolas Sarkozy, qui au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy a été en quelque sorte, on peut dire, muté à TF1 et a été recruté par TF1, par Martin Bouygues, tout ça s'enchaîne, et qui maintenant est le patron de Facebook France, où il est censeur en chef. Voilà, alors il faut dire que quand il était avec Sarkozy, il a fait une carrière de préfet, donc si vous voulez, c'est quand même l'intrication, l'étroite imbrication de la censure d'État et de la censure privée. Et il y a également dans tout ça la propagande. La propagande, cette semaine, on a été servi avec tout d'abord cette vidéo du service public sur le bateau de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking. Je vous propose de retrouver maintenant le coordinateur des opérations à bord de l'Ocean Viking, Nicolas Romagnuc. Nicolas, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous sauvez l'honneur de l'Europe, comme on l'entend dire? Ça, c'est vraiment du journalisme d'investigation. Hein. Il n'y a pas de mise en scène du tout, là. Pas de mise en scène. Est-ce que vous pensez que vous sauvez l'honneur de l'Europe? Le type, d'ailleurs, est interloqué par la complaisance de la journaliste. Ouais, bon, ouais, là, sa carte de presse, sans doute. Ah, bah, elle va l'avoir, et puis elle va avoir de la promotion, là, parce que... C'est vrai que même lui, il a l'air de pas comprendre ce qui se passe. C'est pas possible, quoi. À ce point-là, non, c'est trop, quoi. Voilà. Alors, autre beau moment de propagande télévisuelle, c'est ce reportage sur Brigitte Macron. La première dame assistera à la réunion des profs d'une nouvelle école et donnera chaque mois des cours à des adultes de 25 à 48 ans sans emploi et sans formation. Un projet qu'elle porte depuis plusieurs mois avec LVMH, le groupe de luxe, qui finance les 2 premières écoles de ce type. Depuis l'élection de son mari, Brigitte Macron multiplie les engagements comme la lutte contre le harcèlement à l'école et la scolarisation des enfants à l'hôpital. Quelle bonne fée, cette Brigitte Macron. Là, on sait plus si c'est la télé roumaine à l'époque de Ceausescu, la télé nord-coréenne. Enfin, c'est extraordinaire. C'est les 2 séquences qu'on a vues qui sont des pures séquences de propagande. Quand on parle, chers amis web spectateurs, de médias de propagande, là, on l'a à l'état pur. Autre frasque journalistique de la semaine, c'est cette censure de sondagière, on va dire, de Guillaume Darey, qui sur Twitter publie un premier résultat de sondage sur les municipales à Paris, en mettant Gaspard Ganzer à 1%, mais en oubliant le candidat soutenu par le Rassemblement national, Federbusch, et finalement, il n'apparaissait pas dans ce premier classement. Donc, il n'apparaît pas, donc il est de facto retiré, puisqu'il établit la liste. Ouais, là encore, un journaliste de service public. Ouais, journaliste de service France public. Télé, oui. France Télé. Il établit une liste de candidats avec des sondages, des chiffres en face des sondages, et il supprime un candidat. Alors on peut dire c'est un petit candidat. Non, d'abord il n'y a pas de petit candidat, mais surtout il sort à 4% Federbusch et on met Ganzer à 1%. Ouais. Bon, donc il y a un vrai problème. Alors il faut bien voir que les sondages, ils sont faits pour orienter le débat politique. Et en l'occurrence, quand on fait apparaître en tête Hidalgo, Villani et Griveaux, le but est d'organiser un match entre 3 candidats, et les électeurs, ils choisissent pas seulement selon leurs idées,
ils choisissent aussi, là je parle de comportements électoraux, ils choisissent parmi le panel de ceux qu'on leur présente comme des vainqueurs possibles. Et donc si quelqu'un est complètement marginalisé, ou si on n'en parle pas, la meilleure technique c'est encore de ne pas en parler, il n'apparaît pas dans l'offre politique et il a peu de chances de faire des voix. Alors là, en l'occurrence, on polarise sur Villani, Hidalgo, Griveaux, qui sont quand même des variétés de la même espèce, si on peut dire. Et puis, dans le cas de ce journaliste de service public, on supprime purement et simplement Federbusch, qui est d'ailleurs, qui va être le candidat soutenu par le Front National, mais qui est le candidat qui connaît le mieux les affaires de Paris, parce que pendant 10 années, il a animé un blog qui s'appelle Perroquet Libéré, qui était le blog le mieux documenté sur ce qui se passe dans la ville de Paris. Mais il va falloir qu'il joue des coudes pour arriver à être invité dans les grands médias, parce que c'est quand même la seule condition pour faire un minimum de voix. Alors, ceci étant, moi j'ai fait de la pédagogie avec ce journaliste, puisque j'ai fait plusieurs tweets pour lui signaler l'erreur en lui écrivant. Et la malheureuse erreur, complètement involontaire. Bien entendu, la malheureuse erreur. Et il ne m'a pas répondu, mais il m'a répondu d'une certaine manière, puisque avec 24 heures de retard, il a republié un tweet avec les vrais chiffres. Je vais quand même dire un mot aimable. Il a eu l'élégance de ne pas supprimer le premier. Donc, et il l'a corrigé. Ce qui veut dire qu'il faut parfois engager ce type de dialogue courtoisement ou ironiquement. Je lui ai rappelé qu'il était payé par les contribuables. Un journaliste du service public, c'est notre salarié. C'est un salarié des contribuables. Voilà. Donc vous êtes un contribuable qui lui avait demandé une petite rectification qu'il a obtenue. Très bien. Alors, rapidement, on a une petite pensée pour Hervé Grandchamp qui nous a envoyé amicalement une petite photo à commenter. Cette photo... Bonjour Hervé. C'est la photo de la promotion de l'école supérieure de journalisme de Lille. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de diversité chez les futurs journalistes. Ben non, il y a des jeunes hommes blancs, il y a des jeunes femmes blanches, et puis... La diversité, effectivement, très peu représentée. En fait, c'est 0% diversité, mais malheureusement, c'est 100% ethno-maso, parce que moins il y a de la diversité parmi eux, plus ils vont se croire obligés de la défendre pour les autres, quoi. Et puis, effectivement, voilà. Il n'y a pas plus de diversité ethnique ou autre que de diversité de pensée. Donc, c'est tout le monde est dans le même moule. La diversité de pensée, c'est des machines à traquer la dissidence redoutablement efficace. Alors, il y en a peut-être un ou deux. Mais alors, ils se cachent. On les attend à TV Liberté. Voilà. Puisqu'on parle de dissidence, c'est une forme un peu étonnante de dissidence, par l'humour, pas très fin, il faut en convenir, mais de l'humour de Jean-Marie Bigard, qui se réjouit sur Twitter de faire des scores de vues impressionnants sur ses blagues qu'il diffuse directement sur Twitter, et qui rappelle qu'il a dit 2 gros mots à la télé et qu'on lui a mis le CSA aux fesses, je traduis son tweet, et qu'on lui avait annulé 49 dates. Donc effectivement, l'humour... 49 dates de tournée humoristique, oui. Effectivement. Donc voilà, il arrive à avoir une audience sur Twitter, alors que le CSA lui a mis un avertissement quand il est passé à la télé. Oui, alors là, ça va poser un autre problème à terme, c'est comment on censure les blagues. Honnêtement, les blagues de Bigard sont pas toujours d'une finesse extrême, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va pas non plus faire les mijaurés. Comment on censure les blagues? Parce que la prochaine étape, c'est ça. Déjà, on censure beaucoup de blagues. Tex, Bigard... Voilà, et donc, à terme, il va se poser ce problème-là. Voilà. Messieurs les censeurs, vous allez avoir du boulot. Oui, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent être des moyens de contourner la censure du CSA. Passons au deuxième sujet, Snowden, lanceur d'alerte venu du froid. Alors, qui est Edward Snowden? Eh bien, c'est un lanceur d'alerte américain, informaticien qui est passé par la CIA et la NSA, agence de renseignement américaine, et qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Et il était interrogé par Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter. Alors, sur l'interview en elle-même, Jean-Yves, pourquoi a-t-il eu la parole sur France Inter? Parce qu'il a publié un bouquin
C'est une première raison. Qui s'appelle Mémoire vive, par exemple. Mémoire vive, comme Alain Benoît a publié un livre avec le même titre. C'est un beau titre, d'ailleurs. C'est un beau titre. Pourquoi? Il a publié un bouquin, il a quand même des choses à dire, il a une vie extraordinaire, et il est dans une logique assez libertaire. Et donc, il peut y avoir une certaine audience dans ce domaine-là. Pour des médias, il est plutôt de gauche par ailleurs. Enfin, oui, il pointait du doigt les gouvernements italiens en pensant à Salvini, polonais, etc. et brésiliens. Donc il a quand même une certaine compatibilité avec une partie du politiquement correct. Donc on lui donne la parole, mais honnêtement, il la mérite parce qu'il a fait un travail absolument extraordinaire en dénonçant la surveillance mondiale de la NSA et des services américains. Alors, sur l'entretien en lui-même, eh bien, on note que Nicolas Demorand et Léa Salamé ont multiplié les attaques contre la Russie, sans grand succès, puisque Edward Snowden a d'abord raconté à Léa Salamé et Nicolas Demorand que sa vie en Russie était tout à fait normale et sans pression particulière. Et oui, je me promène dans les jardins, dans les parcs avec ma femme, je vais au magasin. Je vis une vie aussi ordinaire que celle à laquelle on peut penser dans la situation dans laquelle je suis. Il a néanmoins déclaré qu'il s'opposait à la politique de surveillance russe, et même publiquement. J'ai critiqué le gouvernement russe, leur politique de surveillance, depuis que je suis arrivé ici. Et au cours des démonstrations, des protestations de la semaine dernière, des manifestations, j'ai parlé en faveur des manifestants. C'est risqué, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve ici. Mais s'il explique que la Russie n'est pas parfaite, Snowden pose la question qui fâche. Et c'est la chose la plus triste de toute cette histoire que je puisse imaginer. Qu'est-ce que ça signifie lorsque le seul endroit où un lanceur d'alerte américain puisse parler aujourd'hui ne soit pas en Europe? Premier commentaire, les journalistes essayent de le braquer vis-à-vis de la Russie, ce qui est assez logique, notamment s'agissant de Léa Salamé, qui est très lié à Glucksmann, qui est un député, nouveau député, mais très lié au milieu OTAN. Donc effectivement, ça gêne un peu de le voir en Russie. Alors c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Snowden a demandé l'asile politique à 27 pays. 27 pays qui lui ont tous refusé. Et la Russie lui a accordé, et même le laisse parler, alors qu'on pourrait parfaitement dire, écoutez, on vous a donné le droit d'asile, mais vous n'intervenez pas dans nos affaires intérieures, c'est une règle qui a longtemps été appliquée, mais malgré tout, il le laisse parler. Et donc, 27 pays européens, 27 pays plutôt, lui ont refusé l'asile, et la France est allée plus loin, puisqu'à l'époque de Hollande, il y avait on avait soupçonné le président bolivien, je crois, de venir de Russie vers chez lui en survolant la France et peut-être en posant Snowden sur le territoire français. Et donc on avait détourné, la France avait refusé le survol de son territoire par le président bolivien, contrairement à toutes les règles diplomatiques, pour éviter cela. Ouais. Et puis dernier point, Snowden a dit j'aimerais bien avoir l'asile politique en France. Et la réponse officielle, c'est faites la démarche, adressez-vous à l'ambassade de France à Moscou. J'aimerais bien qu'on dise cela, moi, à tous les gens qui débarquent comme clandestins et qui n'ont pas fait la démarche de demander l'asile politique dans le pays où ils séjournaient avant d'arriver en France. C'est quand même extraordinaire. On donne l'asile politique à des tas d'affabulateurs qui n'ont respecté aucune règle, et Snowden, qui mériterait l'asile politique, eh bien, on ne lui donne pas, ou on lui pose des protocoles bureaucratiques qu'on n'impose pas du tout aux autres. C'est quand même extraordinaire. Et ça rappelle l'affaire de Julian Assange, qui aurait pu obtenir l'asile politique aussi en France, et pareil, on lui a refusé. Donc c'est vrai que ce deux poids, deux mesures est assez étonnant. Alors revenons à l'entretien accordé par Snowden à France Inter. Nicolas Demorand a d'abord demandé à Edward Snowden si la vraie menace pour la vie privée n'était pas finalement celle des grandes entreprises plutôt que celle des États. Écoutez la réponse d'Edward Snowden. Je ne peux pas comprendre quelqu'un à ce moment-là de l'histoire et qui dit les gouvernements ne sont pas une menace. Mais non, c'est pas. Si, c'est le cas. Et c'est vrai que ces entreprises sont des menaces aussi. Mais toutes ces choses-là, c'est que tous ces éléments font partie de la même réalité, de la même menace. Ces entreprises fonctionnent comme des bras armés de ces gouvernements-là. Les entreprises comme les gouvernements sont au service, sont choisis par la superclasse mondiale et ils marchent un peu la main dans la censure.
Et on voit très bien le nombre de fois où M. Macron a vu M. Zuckerberg, précisément pour faire progresser la censure sur les réseaux sociaux et à travers les grandes entreprises. Et justement, eh bien, les journalistes de France Inter ont fini par évoquer le cas de la France, et notamment la fameuse loi Avia, dite contre la haine en ligne. Et écoutez l'avis d'Edward Snowden. Si la France applique ce genre de loi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes le phare de la démocratie libérale dans le moment où vous mettez d'accord pour appliquer des lois de la sorte. Je crois que la loi Avia inquiète beaucoup les Américains. On l'a vu déjà, cet Américain-là aussi, parce que la France reste quand même l'image, effectivement, de la liberté, et elle est en train de faire voter une des lois les plus liberticides qui soient. En confiant d'ailleurs la censure aux entreprises privées. Donc, effectivement, tout le monde marche et sans garantie judiciaire. Alors la justice, c'est déjà pas terrible, mais il y a quand même un minimum de garantie procédurale. Il y a la possibilité d'appel, etc. Avec la loi Avia, terminé. Passons au dernier sujet, Renaissance, exposition artistique et médiatique. Jean-Yves, à partir de demain a lieu un grand événement culturel à Paris avec l'exposition artistique Renaissance qui est organisée par l'Institut Iliade. Face à l'invasion de l'art contemporain dans Paris, la galerie Espace 54 abritera donc jusqu'à mercredi prochain un véritable condensé d'art européen. Et Jean-Yves, Libération ou BFM TV n'en ont pas parlé plus que ça. Hein. Pas encore, mais il y a quand même eu un certain nombre de médias, évidemment de médias alternatifs, de médias dissidents qui en ont parlé. Il y a le Quotidien Présent, bien sûr, qui est toujours à la pointe de ce type d'informations. Il y a Brésinfo, il y a Paris Vox, il y a TV Liberté, il y a Boulevard Voltaire, il y a Éléments. Et il y a aussi Valeurs Actuelles, donc il y a un petit peu d'informations qui circulent pour montrer que, au fond, la bataille artistique, elle est aussi importante. Et elle est aussi médiatique, finalement, parce qu'il y a certains médias qui jouent le jeu. Absolument. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.